Bien alors comme promis, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'exploitation des données d'une collection range. Nous utiliserons la fonction XL OneClick vue dans l'épisode précédent que j'utilise des dizaines de fois dans le développement de mes applications Excel VBA. Et rappelez-vous, cette fonction s'appelle X1C RangeObject. Alors pour cela, nous partirons de notre exemple précédent que vous pourrez télécharger à l'aide du lien se trouvant dans la description. En fait, cet exemple va nous suivre et s'enrichir au cours d'une douzaine d'épisodes dans l'apprentissage du développement d'une application Excel VBA. Alors, dans cet épisode, nous allons étudier comment exploiter les données d'une collection range obtenues avec notre fonction X1C RangeObject suivant deux méthodes. La première, en scrutant les cellules de notre collection range via une boucle for each, et puis la deuxième, en scrutant une variable tableau de type variant égale à la valeur de notre collection range. Alors pour ceux à qui les objets, leurs collections et les bibliothèques de classe auxquelles ils font référence restent encore un concept un petit peu abstrait, je vous invite à visionner l'épisode précédent qui s'appelle la collection range. Nous allons évaluer dans cet épisode le prix total de notre collection de disques vinyles. Alors, dans un premier temps, en scrutant les cellules d'une collection range, ceci bien sûr à titre d'exemple, le but pédagogique de ce chapitre étant d'apprendre à scruter une collection range à l'aide d'une boucle for each et non pas d'apprendre à faire la somme d'une colonne. Alors, j'insiste un peu lourdement sur le terme collection range, mais rappelez-vous ce que je vous disais dans l'épisode précédent. Elle est la clé du traitement de données car elle peut contenir dans un seul objet l'ensemble des données que nous allons avoir à traiter. Alors avant de continuer, je voudrais faire un petit rappel sur le code couleur utilisé par la convention XL OneClick au travers de ces vidéos et puis des livrets de formation. Dans ce code couleur, vous retrouverez en bleu tous les mots appartenant au langage VBA. En magenta, rose, violet, ça dépend un petit peu de la configuration des écrans. Il y a toutes les variables locales et publiques et arguments de procédures et de fonctions XL OneClick. Et puis en orange, vous retrouverez le nom des procédures et le nom des fonctions XL OneClick que j'appelle X1C. En vert précédé d'une apostrophe, tous les commentaires insérés dans les procédures et fonctions. En noir sur fond blanc sur les livrets de formation et en blanc sur fond noir dans les vidéos, le code utilisateur, les énoncés, descriptions et les explications. Dans le lien de la description, vous trouverez un zip. Alors, dézippez-le dans le répertoire de votre choix. Vous éviterez, je le rappelle, mes documents et le bureau, qui sont des répertoires qui sont très spécifiques à Windows. Alors cette fois-ci, je vous livre tout ce que nous avons vu précédemment. Vous avez ici l'arborescence de cette petite application pédagogique que nous sommes en train de développer. Ouvrez le projet VBA datamanagement.xlsm, dans lequel vous retrouverez tout ce que nous avons développé précédemment et les liens vidéo pour chaque chapitre étudié. Vous allez créer un nouveau module, MD04 Data Management, dans lequel nous allons développer l'exploitation des données d'une collection range. Alors, vous aurez compris que la correction de ce que nous allons voir aujourd'hui se trouve dans le module MD04 datamanagement.bas et dans le user form ufdatamanagement.frm. Alors, si vous avez toujours le désir d'apprendre, importez ces modules dans notre projet qu'à la fin de cet épisode. Nous allons créer une procédure qui va s'appeler Loop for each collection range. Alors, dans un premier temps, on va définir trois variables objets. Ensuite, on va faire un dim total value as double. On va définir une variable numérique décimale, total value, qui sera le prix total de notre collection de range. Set WS égale worksheet vinyle va attribuer à l'objet WS la feuille qui s'appelle vinyle. Ensuite, on va faire un set RG égale X1C RangeObject. On va faire, ouvrez la parenthèse, puisque, rappelez-vous, cette fonction X1C RangeObject renvoie une valeur qui est en fait un objet range. Donc, nos arguments seront à placer entre parenthèses. Donc, premier argument WS as worksheet, dans le pop-up qu'on peut voir. Donc, c'est WS, puisque notre objet WS, ça sera notre feuille vinyle. Le deuxième argument 2, ça sera la première ligne de données, puisqu'on ne prendra pas la ligne de titre dans notre collection. On prendra que toutes les clés primaires de la colonne A, donc qui commence à la ligne 2. Et puis, virgule 1, donc la colonne A, dans laquelle on retrouve nos clés primaires.
Ensuite, on va faire if rg is nothing, then go to gesterror. On va créer une balise gesterror si il n'y a pas de données dans notre tableau. Donc si rg est égal à nothing, enfin is nothing, ça veut dire égal à nothing, égal à rien du tout, ça veut dire qu'il n'y a pas de données. Dans ce cas-là, on ira sur la balise gesterror et pour pouvoir libérer notre mémoire avec set rg égale nothing et set ws égale nothing. Ensuite, on va lancer notre boucle au travers de notre collection range pour aller scruter toutes les cellules de notre collection range. Donc on va faire un for each mycell in rg. Total value, alors total value c'est 0 puisqu'on a fait un dim total value as double en définissant notre variable. Donc quand on initialise une variable avec la commande dim, eh bien on l'initialise à 0 si c'est une variable numérique. Donc total value égale total value, donc 0, plus ce qu'on va retrouver, la valeur de notre cellule ws.cells, mycell.row, c'est-à-dire la ligne en scrutation, virgule 5, donc la colonne 5 dans laquelle nous avons la cote de nos disques vinyles. Et puis on fera un next mycell pour faire tourner notre boucle et puis incrémenter la variable total value de toute la cote de tous nos disques vinyles que nous avons dans notre collection range. Voilà, puis on retrouvera gesterror et puis set rg égale nothing, set ws égale nothing et notre end. Donc cette deuxième méthode va consister à scruter une variable de type variant, une variable tableau de type variant. Donc on va créer une sub qu'on va appeler sub tab variant collection range. On va faire un dim ws as worksheet comme précédemment, mais on va définir une variable qui s'appelle mydata as variant et puis une autre variable i as long qui sera un incrément de boucle qu'on utilisera pour scruter notre tableau qui sera donc dans une variable de type variant. On va faire un dim total value as double comme précédemment. On va faire un set ws égale worksheets vinyl et mydata égale x1c range object ws, 2, 1, true.value. En fait, dans ce bloc, en passant le quatrième argument expand de la fonction x1c range object à true, nous allons étendre notre range à toutes les colonnes juxtaposées à la colonne A et placer tout notre tableau en mémoire dans la variable mydata. On ira chercher nos données dans cette mémoire, contrairement à l'exemple précédent où nous allions chercher nos données dans la valeur des cellules de notre tableur. Nous pouvons considérer notre variable mydata comme un tableau à deux dimensions. La première dimension sera égale au numéro de ligne de notre tableau et la deuxième dimension sera égale au numéro de colonne de notre tableau. Le plus petit indice de notre tableau pour les numéros de ligne sera retourné par la fonction lbond mydata, 1. Le plus petit indice pour les numéros de colonne sera retourné par la fonction lbond mydata, 2. Le plus grand indice, ou dernière ligne de notre tableau, sera retourné par la fonction ubond mydata, 1 et ubond mydata, 2 pour la dernière colonne du tableau. Bien, on va lancer notre boucle for next, en faisant for i égale lbond mydata, 1, c'est-à-dire le plus petit indice de nos lignes, to ubond mydata, 1, le plus grand indice de nos lignes de notre tableau. Et on va faire total value égale total value plus mydata i, c'est-à-dire le numéro de ligne en fait, virgule 5, donc la colonne 5 dans laquelle on a la cote de nos disques vinyles. Et on fera un next i, puis set ws égale nothing et nsub. Alors lbond, ça veut dire lower bound, c'est-à-dire borne inférieure, et ubond, ça veut dire upper bound, c'est-à-dire les bornes supérieures. Le gros avantage de cette méthode, c'est que nous n'avons plus besoin d'importer physiquement nos données dans notre tableur. Nous pourrons placer directement une base de données externe à l'application dans une variable de type variant pour pouvoir l'utiliser. Pour cela, nous utiliserons une requête SQL. Mais c'est un autre sujet que nous pourrons développer un peu plus tard dans un nouvel épisode. Vous avez remarqué que notre tableau utilise en colonne A ce que l'on appelle une clé primaire, c'est-à-dire une valeur unique pour chaque ligne de notre tableau. Dans notre cas, de LP001 à LP238, et que aucun tri particulier n'est appliqué à notre tableau. Alors, faisons un petit rappel sur ce qu'est la base de données. La base de données est un ensemble de données distribuées en ligne et en colonne.
toutes les informations de la base de données sont contenues dans les enregistrements et les champs. On parlera de table pour l'ensemble des données contenues dans un tableau qui constitue la base de données. On parlera d'enregistrement pour l'ensemble des données correspondant à une ligne d'un tableau indexé par une clé primaire, et on parlera de champs pour les colonnes de la base de données contenant des informations de même type. Dans une même colonne, dans un même champ, on ne mélangera pas les valeurs numériques, les chaînes de caractères, les valeurs booléennes et les dates. Étudions comment récupérer les données des champs d'un enregistrement à l'aide de la clé primaire. Alors, dans un premier temps, avec la méthode InputBox, nous demanderons à l'utilisateur d'entrer l'indice d'une clé primaire entre 1 et 238. Nous convertirons cette donnée d'entrée au format de nos clés primaires, c'est-à-dire LP suivi de 318. La première méthode va consister à placer dans un objet range notre champ des clés primaires, c'est-à-dire les données de la colonne A. Puis de rechercher à l'aide de la méthode range.find la clé primaire dont nous voulons extraire les données pour connaître son numéro de ligne. Il ne nous restera plus qu'à extraire la propriété value de la cellule qui aura l'adresse égale au numéro de ligne de notre clé primaire et le numéro de colonne de notre champ recherché. Bien, nous allons retourner une valeur d'une collection range. Alors pour ça, nous allons créer une sub que nous allons appeler return value from collection range. On va définir plusieurs variables. La première variable, WS as worksheet, ça sera un objet worksheet, donc une feuille de travail, ça sera notre feuille vinyle. Un deuxième objet qui sera RG as range, ça sera la collection de nos clés primaires, c'est-à-dire de la colonne A à partir de la ligne 2. Et puis on va définir une variable as string qui sera PK, qui sera notre clé primaire, et puis une variable R as integer qui sera le numéro de ligne de notre clé primaire. Donc on va faire un set WS égale worksheet vinyle. Donc ça, je ne vous rappelle pas, on définit la feuille vinyle comme étant notre objet WS. Et on va faire un PK égale LP qu'on va concaténer avec le format d'une input box qui nous sera retourné par l'utilisateur qui aura renseigné un indice allant de 1 à 238 et qu'on aura formaté avec 3 digits. Pour faire simple, on aurait pu écrire PK égale input box, entrer un indice entre 1 et 238, et puis PK égale LP et format PK, virgule et 3 digits entre guillemets. Donc les 3 digits, c'est les 3 zéros. Et on va obtenir ceci. On va faire un set RG x1c range object. On va réutiliser notre fonction x1c range object qui nous permet de définir des objets range. Le premier argument, WS, ça sera notre feuille de travail, notre feuille vinyle. Le deuxième argument, ça sera la ligne 2, ça sera la première ligne de données de du range de nos clés primaires. Et puis le troisième argument, 1, ça sera la colonne A, c'est-à-dire la colonne de nos clés primaires. Dans ce range qu'on aura défini, dans cet objet range qu'on aura défini, on va rechercher la clé primaire. Et pour cela, on va faire un point find, on va ouvrir la parenthèse et on va rechercher notre clé primaire qui s'appelle PK. Et puis, on va utiliser la méthode lookat xLwall pour retrouver notre clé primaire dans notre objet range. Trouver la clé primaire dans une collection range. Ensuite, on va faire if not rg is nothing, c'est-à-dire que si notre table n'est pas vide et que nous avons trouvé notre clé primaire, eh bien dans ce cas-là, on va faire R égale rg.row. Donc R, notre ligne R, ça va être égal à la propriété .row de notre range RG, c'est-à-dire notre range dans lequel on a retrouvé notre clé primaire. Et puis on fera une message box, groupe égale, et on concaténera avec la valeur donc du groupe de notre clé primaire, qui va être la cellule ws.cells R,2. On va concaténer avec VBCRLF qui veut dire un retour à la ligne dans notre message box. On aura plusieurs lignes dans notre message box. Pour avoir plusieurs lignes dans une message box, il faut utiliser ce code qui s'appelle VBCRLF. Voilà. Ensuite, on va donner le nom de l'album. Ensuite, on donnera le nom de l'album qui sera ws.cells R,3. Et puis l'année de l'album qui sera ws.cells R,4, et puis la code de notre album qui sera R,5. Et puis on concaténera avec un espace et euro pour donner la devise de la cotation de notre album.
Alors on aurait très bien pu aussi se passer de la variable R et puis utiliser directement dans les adresses de nos cellules, eh bien, à la place de R, tout simplement mettre rg.raw. Donc vous retrouverez très souvent cette façon de faire. Ça évite, ça économise une variable. Voilà, on aura le ndif, le setRG égale nothing, et puis setWS égale nothing, et puis le nsub. Bien, nous allons voir maintenant comment retourner la valeur d'une variable tableau de type variant. Nous conserverons la méthode inputBox pour demander à l'utilisateur d'entrer l'indice d'une clé primaire entre 1 et 238 pour convertir cette donnée, comme précédemment, au format de nos clés primaires. Alors, dans le langage base de données, nous considérerons notre variable myData comme une table à 2 dimensions. La première dimension sera égale aux enregistrements et la deuxième dimension sera égale au champ de données. Le plus petit indice de notre table, pour ce qui est des enregistrements, sera retourné par la fonction lbond mydata,1. Le plus petit indice pour les champs de données de notre table sera retourné par la fonction lbond mydata,2. Le plus grand indice, ou dernier indice de notre table, sera retourné par la fonction ubond mydata,1 pour les enregistrements et ubond mydata,2 pour les champs de données. Bien, nous allons retourner une valeur d'une variable tableau de type variant. Alors pour cela, on va créer une sub qu'on va appeler return value from tab variant. On va définir plusieurs variables, dimws as worksheet, donc notre feuille de travail, mydata as variant, donc une variable tableau à 2 dimensions qui sera mydata, et puis une variable i as long qui sera notre increment book qui va nous permettre d'incrémenter tous les enregistrements de notre tableau. On va faire un dim pk as string, donc on va définir une variable chaîne de caractères qui sera pk, qui sera donc notre clé primaire. On va faire un set ws égale worksheet_init comme tout à l'heure, pk égale lp et blablabla comme tout à l'heure, et on va faire mydata égale x-insert rangeObject, donc on va réutiliser une fois de plus cette fonction x-insert rangeObject, vous voyez qu'on peut utiliser des dizaines de fois dans un développement, pour attribuer à mydata toute la valeur de notre tableau. Et pour ça, on va faire mydata égale x-insert rangeObject, premier argument ws, notre feuille de travail, deuxième argument, notre première ligne de données, troisième argument, notre première colonne de données, et puis true pour placer toutes nos colonnes de données, tous nos champs de données plus exactement, dans notre variable mydata. Ensuite, on va faire for i égale lbond mydata,1 to ubond mydata,1. Donc, on va faire une boucle for next dont l'incrément sera notre indice d'enregistrement. On va faire if mydata, donc indice d'enregistrement, 1 égale pk. Ça veut dire qu'on aura trouvé notre clé primaire. Et dans ce cas, eh bien, on fera notre message box groupe qu'on concaténera avec mydata indice de l'enregistrement trouvé, 2, donc l'indice de notre clé primaire en fait, 2, donc c'est notre champ de données, 2, ça sera bien le groupe. Après, i,3, ça sera l'album, i,4, ça sera l'année, et i,5, ça sera la cote qu'on concaténera avec espace euro pour définir la devise de notre album. Et puis, comme on a trouvé notre clé primaire, eh bien, c'est plus la peine de faire tourner notre boucle. On peut sortir de notre boucle avec la sortie conditionnelle en utilisant la méthode exitFor. On fera un ndif, un nextI, et puis setws égale nothing et un nsub. Bien, nous allons créer un petit formulaire qui nous donnera le choix d'utiliser l'une ou l'autre méthode pour récupérer les données liées à une clé primaire. Bien, alors nous allons aller dans le menu développeur, Visual Basic, et là on va faire insertion user form pour insérer un formulaire dans notre projet. On va nommer ce user form UF Data Management. On va agrandir un petit peu notre user form pour y ajouter des contrôles. Un premier contrôle va être le bouton Cancel qui va nous permettre de fermer notre formulaire lorsque l'on cliquera dessus. Nous allons copier alors vous voyez, ça s'appelle Cancel. On va faire copier ce bouton, on va faire un coller et on va créer un deuxième bouton qui va s'appeler OK et qui nous permettra, en fonction des options qu'on aura choisies, de lancer notre procédure par la collection range ou notre procédure par notre tableau de variants.
On va appeler nos boutons CMD OK, CMD underscore OK, alors CMD pour commande, hein. Et puis le deuxième bouton, on va l'appeler CMD cancel. Ensuite, nous allons insérer une frame. Donc elle a toujours un caption, la frame, on va enlever, on va vider le caption. Pour que ce soit plus joli, on pourra mettre de la couleur, ça va être plus sympathique. Ensuite, on va insérer une image en haut à gauche qui va être le logo Excel One Click. Donc on va lui donner le nom de logo. Et puis dans Picture, on va aller chercher avec Windows Explorer l'image que l'on souhaite insérer dans notre image, dans notre formulaire. Donc la dimension n'est pas très juste, donc on va faire un auto size égale true. Voilà. Et puis on va mettre notre image en relief pour que ce soit plus joli. On va ajouter deux boutons d'option. Donc on va élargir un petit peu pour pouvoir écrire. Donc méthode collection range, ça sera la première option. Puis on fera un copier-coller. Et puis on mettra un deuxième bouton d'option que l'on appellera tout simplement méthode tableau variant par exemple. On va leur donner un nom. Donc le premier bouton, on va l'appeler Opt Collection Range. Et le deuxième bouton, on l'appellera Opt underscore Tab Variant. Alors vous leur donnerez le nom que vous voulez. La convention Excel One Click utilise toujours Opt pour les boutons d'option, ce qui permet de les repérer dans le code après, vous allez voir. Donc on va remettre tout ça un petit peu en forme, pour que ça soit plus joli. Vous voyez, l'intérêt de l'interface graphique, c'est quand même très convivial. On peut mettre nos formulaires en forme. Si vous connaissez un peu Python, c'est pas aussi évident. Voilà, on va donner une couleur de fond. Donc ça va être... on va remettre ça... Voilà, une couleur de fond qui s'appelle Back Color. On va choisir un gris foncé. Et puis dans notre frame, on va lui mettre une couleur plus light. On va mettre un jaune clair. Alors les couleurs, elles sont un peu dures, hein, les couleurs de base. Mais vous pouvez, en allant plus bas, ici, faire un clic droit et aller chercher des couleurs plus douces. Donc j'ai des couleurs qui sont prédéfinies. On va mettre un petit jaune pâle... qui soit pas trop agressif. Voilà. Parfait. Nous allons contrôler si tous nos contrôles ont bien un nom. Donc on a bien CMD OK. Ici. CMD Cancel. Opt Range Collection. Et puis Opt Tab Variant. Parfait. Nous allons faire un double clic. Alors, nous allons d'abord aller voir dans notre procédure Data Management les deux procédures qu'on veut lancer. La première procédure qu'on va vouloir lancer, c'est Return Value from Collection Range. Donc, on va faire un copier du nom de notre procédure. On va retourner dans notre formulaire. On va cliquer sur le bouton OK. Et puis, on va faire if mi point, et du coup on va retrouver notre bouton d'option, donc option collection range, point value égale true, c'est-à-dire s'il est activé. Dans ce cas-là, on fait coller, on va lancer notre procédure return value from collection range. Nous allons retourner dans notre procédure, dans notre module data management, pour récupérer le nom de notre deuxième procédure qui s'appelle value from tab variant. Et on va aller à la ligne,
dans notre bouton OK toujours, if me.opt, donc tab variant. Voilà. On va faire .value égale true. Alors, copier-coller, donc coller le nom de notre sub qui s'appelle return value from variant, from tab variant. Bien, alors, maintenant nous allons devoir lancer notre formulaire, et pour ça on va utiliser un module, le module MD10 command que j'ai dans toutes mes applications, qui est un module dans lequel on va programmer tous les boutons qui sont dans la feuille menu. Et on va faire sub cmd, donc pour commande, et puis on va mettre data management, qui va nous permettre d'ouvrir notre formulaire. Alors, le code pour ouvrir le formulaire, eh bien c'est tout simplement le nom du formulaire, uf data management.show, pour montrer. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons revenir dans notre menu d'Excel, et puis copier un bouton, le coller, lui changer son nom. On va l'appeler Data Management. Et puis en faisant un clic droit sur ce bouton, on va lui faire affecter une macro, et on va retrouver notre macro CMD Data Management dans toutes les macros que nous avons. Voilà, on va faire OK. Et maintenant, il suffit d'enregistrer notre... on va enregistrer notre projet, et puis on va lancer notre... on va cliquer sur notre bouton pour ouvrir notre formulaire. Donc nous avons bien nos deux options. En cliquant sur la première option, bien, on nous demande l'indice de la clé primaire, et puis voilà, on retrouve les données de notre disque qui correspond à cette clé primaire. Puis la même chose pour le deuxième. Alors si on met un nombre plus important, bien, il ne se passera rien, puisque on n'a pas de... ça s'arrête à 238. Voilà, donc on va remettre 85 par exemple, et puis on va retrouver le disque vinyle qui correspond à LP085. Ah, on a oublié de programmer le bouton cancel, donc nous allons revenir dans notre VBA, et puis faire un double clic sur le bouton cancel, et puis tout simplement rentrer le code unload me, tout simplement. On aurait pu mettre me.hide et puis unload me pour décharger notre formulaire. Voilà, donc notre bouton cancel fonctionne bien. Voilà, nous avons fait un petit formulaire tout simple. Bien, j'espère que vous avez aimé cet épisode traitant de l'exploitation des données d'une collection Range. Vous pourrez utiliser les deux méthodes, elles sont aussi robustes l'une que l'autre puisqu'elles font appel à des objets et leurs collections. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis un petit pouce bleu, vous savez, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche, vous aurez la primeur du prochain épisode qui commencera à traiter de l'interface graphique et du développement d'un formulaire, en particulier de la listbox, dont le titre sera « Charger une listbox sans doublon en triant les items en ordre croissant ». En fait, on chargera la colonne B de notre table de données, de notre base de données, dans une listbox sans doublon et par ordre alphabétique. Alors en attendant, portez-vous bien, et puis si vous êtes un petit peu visuel basique, eh bien je vous dis peut-être à bientôt.